Bonjour et bienvenue dans ce webinaire intitulé Comment calculer ma capacité d'emprunt. Je suis Cédric Gilles, responsable du marché des particuliers au CIC Sud-Ouest. Ces 2 dernières années ont été marquées par une forte croissance des crédits. En effet, selon la Banque de France, la croissance des encours de crédit aux particuliers progresse de 5,7%. C'est soutenu par le dynamisme des crédits immobiliers, plus 6,4%. Les crédits à la consommation, eux, augmentent également de plus 2,1%. Et c'est dans ce contexte où le crédit, notamment immobilier, représente le budget le plus important des ménages, pour les Français bien sûr, que nous allons aborder plusieurs sujets comme comment calculer sa capacité d'emprunt en identifiant clairement le besoin de financement, les revenus, les charges qui sont prises en compte, la notion et ce que représente le taux d'effort. On a beaucoup d'interrogations et de questions là-dessus. L'impact sur le reste à vivre du client, l'apport, comment au CIC Sud-Ouest, on arrive à accompagner les clients pour réaliser leurs projets. Alors pour vous présenter cette séquence, je suis accompagné aujourd'hui de Nathalie Bouillon, qui est responsable de l'activité crédit au sein du CIC Sud-Ouest. Bonjour Nathalie. Bonjour Cédric. Et de Jean-Alexandre Léger, qui est directeur des agences de Bousca à Berthelot et de Bassin à Flot, également au CIC Sud-Ouest. Bonjour Jean-Alexandre. Bonjour Cédric. Ils vont bien sûr co-animer avec moi ce webinaire. Et on aura à la fin de ce webinaire la possibilité de répondre à toutes vos questions qui pourront être posées. Ces questions, vous pourrez les poser grâce à l'onglet questions-réponses en haut de votre écran. Et comme je vous le disais, nous prendrons tout le temps nécessaire afin d'y répondre à la fin de ce webinaire. Sans plus attendre, revenons sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est bien sûr combien puis-je emprunter, et sans plus attendre, on va essayer de répondre à cette question, importante, et je vais laisser la parole à Nathalie pour y répondre. Merci. La première étape consiste à identifier clairement votre besoin pour réaliser votre projet. Le financement sera adapté à la réalisation de votre projet, comme le financement d'une nouvelle voiture, le financement d'études, le financement d'une nouvelle cuisine ou bien encore l'achat d'un appartement, d'une maison. Qu'il s'agisse d'un crédit immobilier ou d'un crédit à la consommation, il est important de bien comprendre les différents mécanismes du prêt bancaire car votre capacité d'emprunt ne sera pas la même selon votre besoin. Le financement d'une cuisine, d'une nouvelle voiture, d'un ordinateur sera réalisé avec un crédit à la consommation, alors que le financement de votre projet immobilier sera réalisé avec un prêt immobilier. Il y a des différences majeures entre le crédit à la consommation et le crédit immobilier qui portent sur le projet en lui-même, le montant emprunté et la durée. Sur le montant emprunté, il faut savoir que le crédit à la consommation est limité ou ne peut pas dépasser 75 000 € sur une durée de 7 ans maximum. Nous sommes donc sur des durées plus courtes, des montants moins élevés que le crédit immobilier. Sur l'objet, nous l'avons vu, le crédit à la consommation permet de financer une nouvelle voiture, une piscine, des études, un ordinateur, alors que le crédit immobilier ne peut financer que le projet immobilier. De plus, le crédit à la consommation est plus facile à souscrire. Il peut se souscrire en ligne, en utilisant l'application CIC ou bien encore auprès de votre chargé de clientèle. Par exemple, au CIC Sud-Ouest, nous mettons à votre disposition une enveloppe de crédit à la consommation qui est accordée par votre chargé de clientèle, que vous pouvez utiliser partiellement ou totalement selon votre besoin. Le crédit immobilier, quant à lui, ne peut financer que l'achat de votre maison, l'achat de votre appartement, l'acquisition d'un terrain ou bien la construction de votre maison à usage de résidence principale, mais également secondaire et locatif. Nous sommes donc sur des montants plus élevés, des durées plus longues,
allant jusqu'à 25 ans. De ce fait, la nature de votre projet est un critère déterminant pour savoir quelle est votre capacité d'emprunt. Alors Nathalie, dès lors que ce projet est bien défini, quelle est l'étape suivante finalement? Finalement, l'étape suivante après, c'est déterminer sa capacité de remboursement, car c'est votre capacité de remboursement qui va déterminer le montant de votre emprunt. Pour cela, nous allons tenir compte de vos charges et de vos revenus. Alors, Jean-Alexandre, quels sont les revenus qui sont pris en compte et quelles sont les charges comptabilisées pour déterminer justement cette capacité de remboursement dont parlait Nathalie tout à l'heure? Alors oui, Cédric, on va dire que dans le cadre d'une demande d'emprunt, nous tenons compte des revenus nets perçus avant impôt chaque mois, y compris le 13e mois du reste, les revenus non salariés, les pensions rentes et les revenus locatifs. On y reviendra un peu plus loin. Pour les revenus locatifs, nous ne prendrons pas en compte 100% des revenus, c'est une nouveauté. On va se limiter à 90% des revenus perçus. Les revenus fonciers sont donc pondérés. Nous tenons également en compte des charges de prêts locatifs, loyers, les prêts à la consommation. Et c'est avec ces éléments que nous allons pouvoir déterminer votre capacité de remboursement, soit la somme finalement qu'une personne est capable de rembourser compte tenu de ses charges et de ses revenus. C'est un élément clé du dossier, effectivement, qui va notamment servir à déterminer le niveau des mensualités et la durée de l'emprunt. Votre capacité de remboursement est le montant maximum que vous pourrez honorer selon vos ressources et vos charges. Merci Jean-Alexandre. Alors Nathalie, est-ce qu'il existe d'autres critères qui impactent la capacité d'emprunt? Oui, il existe un autre critère qui est la notion de taux d'effort. Cette notion est importante, je vais vous expliquer ce que cela représente et comment nous le calculons. Le taux d'effort, c'est mesurer le pourcentage de vos revenus qui seront affectés au remboursement de charges. Ces charges peuvent être un crédit immobilier, un crédit à la consommation sur une durée déterminée. La formule de calcul est la suivante. C'est le ratio de vos charges sur vos revenus multiplié par 100 et vous obtenez ainsi un taux d'effort en pourcentage. Il est important de savoir que dans le cadre d'un crédit immobilier, le taux d'effort maximum ne peut pas dépasser 35%. Nous devons respecter cette norme de 35% maximum selon la demande du Haut Conseil de stabilité financière, qui est l'autorité française chargée d'exercer la surveillance du système financier dans son ensemble. L'enjeu de ces critères est important, car le restant de vos revenus qui ne seront pas alloués au paiement de charges doivent vous permettre de vivre convenablement, c'est-à-dire de faire face à vos dépenses courantes comme l'eau, le gaz, l'électricité, vos charges fixes, le paiement des impôts par exemple, ou bien encore faire face à des imprévus. C'est ce que nous appelons le reste à vivre. En résumé, le taux d'effort, ce qu'il faut retenir, c'est bien le pourcentage de vos revenus qui seront alloués au remboursement d'un crédit. Merci Nathalie. Alors Jean-Alexandre, pouvez-vous nous illustrer cela avec un exemple concret s'il vous plaît? Parce que c'est toujours bien de comprendre avec des exemples concrets. Oui, tout à fait Cédric. Dans cet exemple, un couple dispose de revenus avant impôt bien sûr, on l'a dit, qui sont pour monsieur de 2300 € et pour madame de 3100 € mensuellement. Ils ont chacun un crédit à la consommation et remboursent tous les mois une échéance de, pour monsieur, 150 € et pour madame 200 €, soit un total de 350 €. Également, il y a une pension alimentaire qui est versée à un ascendant, qui est de 300 €. Monsieur et madame sont propriétaires d'un bien à usage locatif avec un prêt de 700 € et pour lequel ils perçoivent également un revenu locatif de 500 €. On l'a vu, sur le revenu locatif, avec la nouveauté, on pondère les revenus à hauteur de 90%, donc nous retiendrons 450 €.
La mensualité future du prêt immobilier envisagé est de 790 €, soit un total de charges dans cet exemple-là de 1 840 € et un total de revenus qui est de 5 550 €. Le taux d'effort est donc dans cet exemple-là de 33%, qu'il faut confronter à un taux d'effort maxi de 35%. À noter que pour les salariés en CDI, les revenus sont pris en compte à hauteur de 100% et on va y revenir. Alors Jean-Alexandre, merci pour cet exemple très concret qui permet d'illustrer effectivement le calcul de la capacité d'emprunt. Mais cette capacité d'emprunt, est-ce qu'elle est la même avec des revenus non salariés? Parce qu'on se rend compte que tout le monde n'est pas salarié, hein. Effectivement, Cédric, le mode de calcul n'est pas le même pour un travailleur non salarié. Lors de l'étude du dossier, les revenus sont étudiés sur plusieurs années d'activité professionnelle. Ainsi, ils permettront de pondérer et de faire face à la variabilité des revenus liés à cette activité-là. Cette vigilance permettra de pouvoir allouer une partie des revenus au remboursement du crédit et de faire face à la variabilité, on l'a dit, des revenus et aux dépenses courantes du foyer. Pour un travailleur non salarié, le calcul pour déterminer son revenu annuel net servant de base au calcul du taux d'effort se fait à partir des déclarations fiscales. Je ne vais pas revenir trop dans les détails, mais pour déterminer les revenus, nous retiendrons du coup le bénéfice auquel nous rajouterons les dotations aux amortissements et nous enlèverons bien évidemment les charges d'emprunt à titre professionnel, ce qui nous permettra de déterminer un bénéfice net qui servira de base au calcul de la sphère privée. Merci Jean-Alexandre. Effectivement, ici n'est pas le lieu pour être trop dans le détail et pour perdre nos auditeurs, mais on a bien compris que le calcul était assez différent pour des clients non salariés. Alors Nathalie, je dirais, quelles sont les pièces justificatives à fournir dans ces cas-là? Parce qu'il faut toujours fournir des justificatifs. Alors, vous devez vous munir de tous les documents permettant de justifier vos charges, comme le loyer versé, les charges d'un prêt, consommation ou immobilier. Également, vous devez vous munir de tous les documents justifiant de vos ressources. Si vous êtes un travailleur salarié, vous pouvez présenter vos bulletins de salaire. Et pour les travailleurs non salariés, comme on vient de le voir, les liasses fiscales sur plusieurs années. Votre chargé de clientèle est là pour vous fournir la liste complète des pièces à fournir. Elle est personnalisée à votre projet. Alors, vous pouvez les fournir lors de votre rendez-vous auprès de votre chargé de clientèle, mais également par mail. Et dans ces cas-là, vous pourrez suivre en temps réel l'état d'avancement de votre dossier via l'application CIC sur lequel vous recevez des notifications. Merci Nathalie. On voit que on est moderne au CIC. Alors, du coup, on se pose souvent la question, est-ce que l'apport est nécessaire, je dirais, indispensable pour un investissement immobilier? Oui, l'apport est indispensable dans le cadre d'un investissement immobilier, tout simplement parce qu'il finance une partie du projet d'acquisition. D'autre part, l'apport personnel permet d'avoir un taux d'effort limité. Il démontre également votre implication dans le projet d'achat et votre capacité d'épargne. Alors l'apport peut se matérialiser avec de l'épargne bancaire, mais également une donation. Également, vous pouvez avoir un contrat d'assurance vie à moyen terme. Pour un projet immobilier, il est vraiment préférable d'anticiper son projet d'achat, tout simplement pour pouvoir se constituer une épargne dite projet. Cette épargne, c'est soit une épargne bancaire ou une épargne financière. Donc je dirais que l'apport est un atout qui facilite une demande d'emprunt immobilière. Merci Nathalie. Alors maintenant que nous avons abordé le sujet des revenus et des charges, du taux d'effort, l'importance de l'apport, on en arrive à la question de fond et la question initiale. Au final, avec tous ces éléments connus, imbriqués, combien puis-je emprunter? Combien puis-je emprunter? Alors, pour répondre à cette question, combien puis-je emprunter, nous allons reprendre la formule de calcul suivante, qui est le ratio de vos charges sur vos revenus, limité à un taux d'effort de 35%. En prenant l'exemple d'un ménage dont les revenus sont de 3 000 €, ils n'ont
aucune charge. Et donc 35% de 3 000 €, cela fait bien 1 050 €, c'est-à-dire leur capacité de remboursement d'un prêt immobilier sur une durée déterminée. Donc aujourd'hui, avec le taux de crédit durant le mois où vous allez faire votre simulation, aujourd'hui c'est 1,70 à peu près, sur une durée de 300 mois, vous pouvez emprunter la somme de 240 000 €, assurance comprise. Bien évidemment, cette somme, elle est à affiner avec votre chargé de clientèle. Au CIC Sud-Ouest, nous disposons d'une application qui va vous permettre de simuler votre budget, faire une simulation de crédit et une demande de crédit. Voilà, Cédric. Merci, merci beaucoup Nathalie. Merci Jean-Alexandre pour cette présentation. On va se retrouver dans quelques instants pour répondre à l'ensemble des questions qui auront été posées. À tout de suite. Alors, on va prendre la première question d'Emmanuel. Emmanuel qui nous demande, alors c'est pour calculer les revenus, je pense, le 13e mois est-il lissé sur 12 mois? Nathalie, vous pouvez nous répondre? Oui, bien sûr. Mais bien sûr, on va prendre en compte votre 13e mois et on va l'additionner à vos revenus que vous avez perçus durant ces 12 mois et on divise ça par 12 mois. Donc, bien évidemment, ce 13e mois sera lissé sur toute l'année. Merci Nathalie. Alors une autre question de Roger. Roger qui nous demande si le crédit en réserve est moins cher que le crédit à la consommation. Alors Jean-Alexandre. Alors, merci pour cette question, Roger. Alors, en fait, c'est la même chose, hein. Le crédit en réserve, en fait, est ni plus ni moins qu'une enveloppe de crédit à la consommation, et donc, en ce sens, avec des taux similaires. Merci Jean-Alexandre. Allez, une autre question de Sophie. Sophie qui nous demande si on prend en compte les impôts pour calculer le taux d'effort. Nathalie. Alors, les impôts sont des charges fixes, donc nous n'allons pas les comptabiliser pour le calcul du taux d'effort. En revanche, les impôts, nous les comptabilisons dans ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire la quote-part de vos revenus qui ne seront pas affectés au remboursement d'une charge d'emprunt, tout simplement. Merci voilà. Nathalie. Allez, on va prendre une autre question d'Éric. Éric qui nous demande comment sont retraitées les pensions versées dans le calcul du taux d'effort. Jean-Alexandre. Voilà, effectivement, on est peut-être passé un peu vite sur l'exemple précédemment, mais effectivement, l'incidence des pensions, que ce soit versé d'ailleurs ou même reçu, hein, ne rentre pas dans les charges, on va les additionner ou les soustraire des revenus. Merci Jean-Alexandre. Alors une autre question de Mathias. Mathias qui nous demande quelle est la durée maximum d'un crédit immobilier, Nathalie? Oui, alors la durée maximum d'un crédit immobilier, c'est 25 ans. Et nous devons respecter cette durée maximum de 25 ans selon la demande du Haut Conseil de stabilité financière. Toutefois, lorsque votre projet est l'acquisition d'un bien immobilier neuf, une vente en l'état futur d'achèvement ou bien une construction, nous pouvons mettre en place ce qu'on appelle un différé d'amortissement de 2 ans maximum. Donc, votre crédit va se composer d'une période de différé d'amortissement de 2 ans maximum, plus 25 ans pour amortir le prêt consenti pour la construction d'un bien immobilier neuf. Merci voilà. Nathalie. Alors vous parliez de HCSF, Nathalie, ouais. Au Conseil à la stabilité financière. Justement, Jean-Alexandre, est-ce que, et c'est une question de Chloé qui nous demande si les normes HCSF nous obligent, nous, banques, à refuser tout dossier qui ont un taux d'effort supérieur à 35%. Alors, je remercie Chloé pour cette question, parce qu'effectivement, c'est des interrogations légitimes d'ailleurs, qui reviennent fréquemment en agence, où effectivement, ces normes-là peuvent faire penser que dès que l'on va dépasser ce seuil-là, nous, banquiers, on ne pourra plus intervenir. En fait, le législateur a prévu aussi
un cadre, j'allais dire, dérogatoire, et puis, j'allais dire, suivant les dossiers, on a une quote-part qui nous permet de pouvoir déroger, et puis en insistant bien également sur le fait qu'on a envie d'accompagner surtout les primo-accédants quand il faut déroger à ces normes-là. Merci Jean-Alexandre. Alors, une autre question, on va prendre deux questions en une question d'Emmanuel pour la régie. Alors, c'est tout en haut, voilà. Une question d'Emmanuel et de Patrick qui nous demandent quel est le montant minimum de l'apport, et Emmanuel qui nous demande si l'assurance vie est considérée comme un apport. L'épargne qu'elle a sur l'assurance vie. Nathalie, vous peut-être nous Alors, aider. oui. Alors, pour l'apport, le minimum, c'est que l'apport doit financer les frais annexes, qui sont les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de dossier et les frais de garantie. Donc ça, c'est le minimum qu'il faut avoir pour investir dans votre projet. Donc l'apport finance en priorité tous les frais annexes, déjà. Après, est-ce qu'un apport peut être constitué avec une assurance vie? Oui, à moyen terme. Oui, tout à fait. L'apport, ça peut être une donation, un héritage, une assurance vie et bien sûr de l'épargne que vous avez pu vous constituer par vous-même. Merci Voilà. Nathalie. Alors on va prendre une autre question d'Edouard. Edouard qui nous demande, qui nous dit, il paraît qu'il est plus facile d'obtenir un crédit pour une résidence principale que pour un investissement locatif. Était-ce bien le cas, Jean-Alexandre? Alors effectivement, on pourrait se poser cette question-là par rapport à ce qu'on a dit précédemment et les normes évoquées au niveau du Haut Conseil à la stabilité financière. Bon, en fait, j'allais dire, qu'on soit sur de la résidence principale, de la résidence secondaire ou du locatif, c'est-à-dire les normes sont les mêmes pour tout dossier. Et bien évidemment, on va faire en sorte de respecter toujours ces normes d'endettement et ce taux d'effort à 35%. Donc, j'allais dire, le cadre est commun à l'ensemble des prêts. Merci Jean-Alexandre. Alors, on a plusieurs autres questions, notamment sur les garanties. On a Ruben qui nous demande, dans le cadre de la demande d'un crédit immobilier, quelles sont les garanties exigées? Quelles garanties on est amené à prendre sur des crédits immobiliers, Nathalie? Alors, nous aider. Oui, tout à fait. Alors, sur les crédits immobiliers, nous pouvons prendre des garanties qui sont des cautions. Donc, caution personne physique, comme une caution d'une personne morale, comme Crédit Logement, par exemple. On peut prendre aussi ce qu'on appelle des garanties réelles, qui sont donc le HPD et l'hypothèque conventionnelle, par exemple. Et on peut prendre également, c'est plus rare, des pseudo-garanties comme une simple promesse d'hypothèque. Voilà. D'accord, merci Nathalie. Une autre question de Stéphane. Stéphane qui nous demande jusqu'à combien le législateur peut déroger au 35% du taux d'effort? En fait, ça revient effectivement à ce qu'on pouvait dire précédemment. En fait, il n'y a pas de législateur qui peut déroger ou non. C'est-à-dire qu'on a un cadre, nous, au niveau bancaire, où effectivement, il nous est demandé de respecter un taux d'effort de 35%. Et effectivement, au regard de la volumétrie, j'allais dire, des dossiers, on a effectivement une dérogation possible en fonction d'un nombre de dossiers. Mais qui va dépendre, j'allais dire, d'une agence à une autre. Ça va être très, très différent, mais j'allais dire, on a malgré tout la main dans un certain cadre où effectivement, mais bien évidemment, pour reprendre la question évoquée, où on aura éventuellement par rapport au législateur, ensuite j'allais dire un regard, et donc à nous, j'allais dire en agence, de respecter ce cadre-là. Merci Jean-Alexandre. Une autre question d'Isabelle qui nous demande s'il y a un âge minimum pour souscrire un crédit, Nathalie. C'est une bonne question, oui. Oui, alors il y a un âge minimum. L'âge légal pour souscrire un crédit, c'est 18 ans minimum. Après, il faut distinguer encore une fois s'il s'agit d'un investissement de crédit immobilier ou un investissement avec un crédit à la consommation. Pour le crédit immobilier, le jeune majeur qui veut souscrire un emprunt, il faut qu'il ait une situation professionnelle stable et ensuite qu'il dispose d'une capacité de remboursement qui soit adaptée à ses ressources. Pour un crédit consommation,
Le jeune majeur peut souscrire un prêt étudiant, par exemple, pour financer ses études, son ordinateur. Et là, les conditions sont plus faciles puisqu'on est sur des durées plus courtes et surtout des montants moins élevés qu'un crédit immobilier. Merci, merci beaucoup Nathalie. Eh bien écoutez, on pourrait encore poursuivre les échanges, mais nous sommes attachés à respecter le timing annoncé. Il y a eu beaucoup de questions, donc l'ensemble des questions qui ont été posées, on s'attachera à apporter une réponse à chaque personne qui a posé une question. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez poursuivre et poser les questions dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Nous espérons que ce webinaire aura permis de répondre à l'ensemble de vos interrogations et vous aura apporté des éclaircissements sur la façon dont vous pouvez envisager votre investissement immobilier. Sachez que tous nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. Nathalie Bouillon, Jean-Alexandre Léger, je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Je vous dis au revoir et à bientôt au CIC. Au revoir. Au revoir.